D'abord, merci de m'écouter et aussi de me donner l'occasion de me centrer sur un certain nombre de questions que à la fois un patient et ce séminaire me posent de l'autre côté. Euh, je vais commencer justement par vous parler d'un certain nombre de questions préalables que m'aura posé un patient que je vais ensuite un peu présenter. Euh, alors, voilà, euh, disons au sens le plus large du terme, la pratique des usages du numérique euh, peut-elle constituer un espace d'élaboration d'une problématique personnelle ici de la phobie sociale véritablement, cette problématique en mal d'inscription sociale justement, et ayant trait à la métaphore paternelle, au sens un peu de Lacan, ou bien ces pratiques agissent-elles seulement comme espace de subjectivation substitutif, strictement virtuel et définitivement lacunaire, au risque, au fond, d'accentuer le creusement de la distance avec l'inscription dans une vie sociale. Euh, donc l'espace que j'entends par l'espace numérique, modestement, c'est ce dont me parle ce patient dans ses usages. Alors, ce sont des innombrables pratiques allant du jeu vidéo partagé en ligne, bien sûr, par des utilisateurs en ligne, mais aussi d'autres choses dont j'avais pas forcément connaissance, par exemple des BD numériques avec des récits d'histoire à tiroir qui m'ont rappelé, moi, les feuilletons des journaux, à l'époque où on lisait encore des journaux, avec des histoires de séries sans fin, je dirais, un peu des univers finalement un peu baroques. Et en passant bien sûr par l'usage des réseaux sociaux, donc les WhatsApp, les chats, les choses comme ça, et il y en a plein donc. Et puis finalement aussi des usages, si je puis dire, plus sérieux de ça, c'est-à-dire l'initiation, dans le cas de ce patient, aux techniques de programmation de plus en plus savantes finalement, et donc finalement une réelle activité, voilà. Euh, alors tous ces usages, tout cet espace d'usage, je dirais, peut-il être le terrain de recherche et de trouvaille aussi d'une sorte de suppléance au signifiant du nom du père, pour un peu approcher la discussion. Mais bon, on pourrait aussi dire ça autrement. Tout ce qui a trait à la fabrique d'histoires personnelles, par exemple l'idée de l'identité narrative chez un Ricoeur, ou dans la psychanalyse, la construction dans l'analyse au sens de Freud, ou le roman familial des névrosés, un certain nombre de supports que la psychanalyse classique contribue à identifier comme support de la construction personnelle et surtout de réserve interne pour entamer, poursuivre et élaborer une participation sociale réelle. Alors, tous ces supports-là peuvent-ils se fonder sur des expériences strictement désincarnées, solitaires dans un certain sens, et uniquement virtuelles? Mais on peut être encore plus concret, si je puis dire, parce qu'à mon avis, c'est lié. Quand même la relation transférentielle au clinicien est censée s'opérer en l'absence des corps en présence, comme dans le cas des séances analytiques à distance, distancielles, téléconférence ou même au téléphone, le cheminement psychothérapeutique peut-il s'inscrire en vue aussi, dans ces cas-là, d'une lutte contre les symptômes de la phobie sociale, ou encore, une autre façon de poser le problème encore, c'est pourquoi est-ce parfois si difficile d'expliquer pourquoi une séance en distanciel n'aurait pas la même valeur thérapeutique, et dans quel cas ceci est vrai d'ailleurs. Bref, une foule de questions
que m'aura posé un jeune patient que je vais maintenant un peu présenter, et que j'appellerai Julien, qui est actuellement âgé de 17 ans et que je reçois en psychothérapie individuelle dans le cadre d'un CMPP depuis environ 5 ans. Donc, je vais vous raconter un peu un petit peu le fil de ce suivi. Euh, Lors des toutes premières rencontres, il avait donc 12 ans à l'époque, je suis amené aux toutes premières rencontres à rencontrer l'enfant avec sa mère. Donc, assez vite, même très vite, dans la discussion de cette rencontre initiale, euh, il n'a pas de père, me dit la mère. Donc, cette phrase très, très nette. La mère refuse de parler du père, de dire son nom et d'évoquer son histoire. Alors, j'apprendrai plus tard, mais relativement plus tard, que le père a quitté la mère assez brutalement peu après la naissance de Julien. J'apprendrai aussi dans ces tout premiers entretiens que Julien a un demi-frère euh, appelé son frère, son grand frère, issu d'une première union de sa mère, également soldé par un échec. Mais je mettrai beaucoup de temps à comprendre par la suite ce genre de choses, que ce frère est en fait un demi-frère et qu'il y a eu un autre homme avant le père de Julien. Alors, je reviens à ces tout premiers entretiens avec la mère, où elle me parle donc de son fils et de ses soucis. Cette dame, en parlant, insiste beaucoup sur sur ses importants problèmes de santé à elle. Elle est quasiment handicapée d'une jambe, continue à travailler dans des institutions de santé où, dit-elle, c'est l'enfer. Et au fur et à mesure de la discussion, tout ça me laisse percevoir une relation mère-fils où le fils s'occupe de la mère malade et entend comme ça de longues plaintes de la mère et seulement d'elle. Et c'est ce que me confirmeront les séances par la suite. C'est-à-dire que Julien, souvent, s'aliène totalement à la vie de la mère, à ses soucis de santé à elle, lui fait parfois la cuisine, parfois s'intéresse à ses amis à elle, qui sont exclusivement des femmes, à ses courses, à ses difficultés d'humeur liées à l'arrêt du tabac, à sa vie à elle, et très rarement à la sienne. Et bon, lors de ces premiers entretiens, euh, c'est vraiment la vie et les problèmes de la mère qui prennent beaucoup la place de ceux de Julien. Alors j'apprendrai quand même aussi assez vite qu'il existe pour Julien un suivi hospitalier pour un diagnostic d'autisme Asperger posé dans la petite enfance, c'est-à-dire il y a bien plus longtemps qu'au moment où je le rencontre, et auquel je ne crois pas du tout dès le départ. Néanmoins, il est vrai que Julien présentait un certain nombre de problèmes somatiques dans l'enfance, la petite enfance, c'est qu'il a des fragilités, il est asthmatique, il a diverses allergies, il est souvent nauséeux, et mais que ces divers troubles et ce suivi, ça je le verrai un peu plus tard, servent volontiers de prétexte à pathologiser ce jeune homme et à permettre d'éviter toute question un peu subjective finalement. Julien ou sa mère fournissant des réponses un peu tautologiques du genre si j'ai peur, peut-il me dire, c'est à cause de mon autisme, quoi. Alors, je reviendrai un peu à ça plus tard. Alors, Julien, lui, qui est-il? Et dans ces séances, il se présente comme un jeune homme au visage rond et plein, avec un regard également plein, très fixé sur moi, à la fois avide de montrer sa gêne, parce qu'il a beaucoup de mal à parler, justement, et plein d'angoisse de relation. Il est lui-même assez gênant à mesure qu'il est gêné, c'est-à-dire que parfois il est aussi totalement inhibé. Il peut rester sans rien dire pendant de longues minutes et si je pose des questions, en fait il peut s'ouvrir,
mais lorsqu'une de mes questions va trop loin, il est très capable de se fermer définitivement sans un mot jusqu'à la fin de la séance. J'aurais donc, alors par ailleurs, j'aurais de grandes difficultés à me représenter le déroulé de sa petite enfance, dont Julien n'a pas beaucoup de souvenirs. Souvenirs qui d'ailleurs, qui développent pas beaucoup, quoique de temps en temps, il évoque des petits aspects avec un air amusé, je dirais un léger intérêt. Et puis, je découvre qu'il a quand même un centre d'intérêt, donc qui s'ouvre un petit peu petit à petit, qui est l'astronomie. Il s'intéresse aux planètes. Et ce que je me dis à ce moment-là, c'est déjà un point, quoi. Au moins, il y a un centre d'intérêt. Voilà. Et alors, donc, je découvre en effet dans les séances qu'il s'aliène beaucoup à la vie de sa mère, il se fixe sur les mouvements de la mère, donc il lui fait la cuisine, il lui fait des courses, et que dans tout ça, il parle très rarement de sa vie à lui. Cependant, le suivi s'installe pendant une première phase, plutôt que j'appellerais une première période un peu lune de miel, qui aura duré quelques mois, peut-être un an, euh, dans laquelle Julien peut finalement reconnaître une timidité maladive, enfin avouée, dont il peut se plaindre. Et ça commence donc à s'élaborer comme une demande à lui, quoi. Et donc, Julien me parle de ces épisodes effrayants dans lesquels il est amené à faire un exposé par oral dans le cours d'anglais. Il me demande de l'aider à venir à bout de ces attaques de panique qui peuvent le prendre à l'occasion d'un oral, comme ça. Et pour un temps, il aura même la gentillesse, l'amabilité d'attribuer ses progrès dans ces circonstances-là au travail que nous faisons ensemble. Donc, il va me confier toutes ces situations du quotidien qui le paralysent, toutes celles qui impliquent un minimum de relations directes. Il a peur de l'oral, mais il a aussi la peur du téléphone, et je soupçonne qu'il a peut-être même la peur d'être simplement vu. Alors, cette période avance pas si mal que ça finalement, je dirais, mais je suis amené à recevoir à nouveau la maman pour faire un point, puis à travers deux rencontres, une première fois un peu de mon fait pour faire le point, une deuxième fois à la demande de Julien. Alors, le problème, c'est que pour ces deux fois, la mère m'a fait bondir, si je puis dire. Euh, la première fois, elle m'explique que le prénom Julien, d'où ça vient. Et donc, elle dit en fait qu'il y a une femme très importante pour elle qui s'appelait Julienne, sa grand-mère de cœur, dit-elle, la grand-mère de cœur de Julien, qui est une grande tante à elle, et qui est responsable du choix du prénom du garçon Julien. Je comprends que cette dame, dont je comprendrai bien plus tard qu'elle est lesbienne, s'est beaucoup occupée de la mère au moment de la séparation avec le père de Julien. Mais Julien, c'est un garçon. Euh, donc, cette histoire de naissance, finalement, et de nomination, laisse à penser qu'on aurait sinon préféré qu'il soit une fille, du moins préféré qu'il eût été conçu entre femmes, sans père et surtout sans homme. Alors voilà, ça a été une sorte une première rencontre un peu compliquée quand même. Euh, Ensuite, la deuxième rencontre que j'aurai avec la mère assez peu de temps après celle-là, euh, elle sera à la demande de Julien parce que à un moment donné, il me fait part d'un projet d'euthanasie en Suisse chez la mère. Je m'explique. Julien me dit qu'elle aurait dit à Julien, qui est inquiet, euh, que lorsqu'il partira faire sa vie, qu'elle se retrouvera sans enfant, elle s'inscrira dans un programme de suicide assisté qui serait légal en Suisse et dont elle a entendu parler. Je m'inquiète aussi à mon tour
Et je demande, en effet, à la rencontrer en disant à Julien, est-ce que tu veux qu'on la rencontre? Il me dit oui, je crois que je préférerais. Voilà. Et alors, je reçois la mère par rapport à cette question-là, affichant un léger déni sur ses paroles. La mère, cependant, et c'est plutôt une bonne surprise, me paraît enfin accentuer son propos sur les difficultés et la vie de Julien. Elle est inquiète qu'il ait pu s'inquiéter et prendre au sérieux ces paroles qu'elle a lancées comme ça. La discussion semble s'orienter sur les blocages de Julien, pour une fois, et pas trop les siens. Oui, dit-elle, il faudrait qu'il fasse sa vie, qu'il ait une femme, des enfants, qu'il pense à son métier. Et il y a peut-être un tournant, en tout cas en ce qui concerne la mère, finalement, à savoir qu'elle elle comprend que, bon, faut aussi parler de lui, quoi. Et les séances suivantes avec Julien feront apparaître qu'en effet, il rejette toute proposition de se figurer son avenir, et en particulier son avenir sexuel, ou en tout cas relationnel. Après quelques évocations vraiment à bas bruit de tendance homosexuelle chez lui, c'est-à-dire plutôt le constat que fréquenter les filles, c'est moins turbulent, c'est donc moins angoissant. Euh, et Julien me regardera de haut, quasiment subjugué, lorsque j'évoque la possibilité qu'il ait un jour une femme, une famille, des enfants. Mais je n'en veux pas, ça ne m'intéresse pas, et puis ça me dérangera trop, me dit-il, comme si je posais une question aberrante, en fait. Euh, et, euh, et souvent, cette position apparente de rejet de tout engagement affectif résonnera pour moi avec la dévalorisation de toute vie de famille autour de lui, qu'on entend comme émanant de la mère, mais cependant totalement approprié par Julien, repris à son compte. Se basant entre autres sur les problèmes du grand demi-frère qui, à présent, a une compagne et parle de quitter la maison, la mère a tout d'un coup des grands problèmes avec le grand demi-frère et il change de caractère. Mais quand Julien en parle, il dit c'est vrai qu'il a changé, il est devenu difficile, comme la mère le dit finalement. Et puis aussi, Julien me fait part des disputes de sa mère avec la compagne du grand-père maternel lors des rares excursions de Julien et sa mère aux fêtes de Noël en famille, dans la famille de la mère. Les périodes suivantes vont être un peu plus sombres finalement que cette première phase. Parce que les tendances de Julien à l'isolement vont m'inquiéter de plus en plus. Alors d'abord, il y a eu à ce moment-là à peu près le Covid et le confinement. Et à cette période, on était censé se parler au téléphone à l'heure habituelle de la séance. Et vraiment, ça a été des échanges extrêmement étranges et extrêmement difficiles où il pouvait au téléphone rester mutique. S'étonnant que je m'étonne de son mutisme, une sorte d'étrangeté assez angoissante pour moi, qui peuple ces conversations virtuelles. Et il me donne l'impression, à vrai dire au téléphone, de rester sans rien faire toute la journée, sans sortir, sans parler à personne, à part sa mère. Alors après le Covid, lorsque la thérapie reprendra, je dirais, son cours normal dans le CMPP, et ben Julien, il a grandi par rapport à la première époque. Il a désormais 14 ans et demi. Et il a cette tendance qui m'exaspère de plus en plus, notamment au moment des interruptions des vacances et des reprises, de commencer son récit par on est allé faire des examens, ou on a fait du rangement, ou on a fait des courses. Ce on, ça veut dire sa mère et lui. Euh, L'autre aspect qui va m'inquiéter, enfin, m'agacer et m'inquiéter à la fois, c'est il y a eu cet épisode après l'été du brevet des collèges où il est prévu qu'il vienne récupérer son parchemin au collège au cours d'une cérémonie dans le cours du mois d'octobre.
Je m'en réjouis pour lui, ça me paraît être un bon moment, mais lui se réjouit pas du tout. Monter sur une estrade en public pour récupérer son diplôme, de revoir des camarades, cela le terrorise et il déteste y être obligé. Il voudrait même faire des démarches auprès du rectorat pour que le parchemin lui soit envoyé et qu'il ne soit pas obligé de participer. Si j'ose argumenter qu'il y aura peut-être un bon buffet, il m'explique que, sait-on jamais, la nourriture pourrait être avariée ou même empoisonnée. Et en fait, il ne fait pas qu'exagérer quand il dit ça. Euh, Si j'évoque les vacances, lui parle surtout d'un moment béni où il peut enfin rester seul chez lui sans être obligé d'aller au collège. Mais si je lui dis l'idée d'aller en colonie, de s'inscrire à un groupe d'ados pour les vacances, ou d'appeler un copain pour faire un tour, ou acquérir un pass Navigo et faire une visite de telle ou telle chose dans la région parisienne, il se bloque et parfois il reste mutique jusqu'à la fin de la séance comme si la question l'avait choqué. Ou alors il refuse d'envisager avec toutes sortes d'arguments qui sont des arguments de l'angoisse et une angoisse parfois inquiétante, c'est-à-dire un peu folle. Sortir, parler à un étranger, mais avec tout ce qui se passe dehors, avec tout ce qu'on entend, l'étranger, en effet, c'est peut-être un serial killer, mais que pourrait-on lui vouloir? Et rien que l'idée le fait rougir, en fait, lorsque j'évoque des images de relations, finalement. Euh, et puis, alors, dans cette période-là, à un moment donné, je comprends que moi, je suis très agacé, et qu'en fait, je suis très agacé parce que je suis très inquiet. Euh, je comprends aussi, je me rends compte que je cherche à démontrer quelque chose, à lui démontrer quelque chose sur la nécessité d'exprimer des liens, d'expérimenter, pardon, des liens, et que plus il tarde, plus ça sera difficile, et que lui, il oppose toutes sortes d'arguments, des résistances, et que ces arguments me subjuguent et me laissent souvent totalement démuni. Ça ne marchera pas comme ça. Ça, c'est ce que je me dis à ce moment-là. Et pourtant, le temps passe, et justement, avec lui, j'ai pas tellement vu le temps passer à force. Il a désormais 15 ans et demi, il continue de venir pour ses séances, devenu bizarre, et j'ai une grande mauvaise conscience à son sujet. Ça n'avance pas, quoi. Euh, je suis d'autant plus dérangé que ces séances-là, dans ces séances-là, les vieux trucs comme essayer de réattiser son goût pour l'astronomie ou des choses comme ça ne fonctionnent plus du tout. Ça l'intéresse plus, dit-il, car il a l'impression d'en avoir fait le tour. Alors, à faute de mieux, quoi, hein, je pense à l'informatique et au monde au pluriel numérique. C'est-à-dire que pour moi, qui me méfiais de son refuge sur les écrans, qui me paraissait le pousser dans sa phobie sociale et que je ne voulais pas favoriser, finalement, il ne reste plus que ça à ce moment-là. Donc, j'ai pris parti de faire semblant de favoriser son goût pour ses usages, les réseaux sociaux, etc. Et j'ai été surpris de remarquer que ça a quand même un peu fonctionné. Euh, alors, petit à petit, surtout, je vais me rendre compte que, à la lumière aussi de la manière dont il évoque ces usages-là, que discrètement, il me fait signe d'aborder, à travers le bouclier des écrans, justement, les préoccupations que j'ai à son sujet quant à son inscription sociale et relationnelle. Alors, ça commence lorsque je l'invite à m'expliquer, c'est-à-dire à m'apprendre en fait, le fonctionnement d'une sorte de BD numérique à laquelle il prend goût. Je le pousse à m'expliquer, malgré la complexité de la BD, de m'expliquer tous les rouages de cette saga à tiroir, que lui, avec d'autres adolescents, suivent à travers les écrans depuis en fait plusieurs années. Au cours de ces séances d'explication, je suis sensible à un instant tout particulier où il m'explique, en s'arrêtant, que les auteurs de cette saga sont en fait un couple d'auteurs,
un mari et sa femme. Je suis sensible aussi parce que peut-être à mon intention, comme pour dire qu'il se doutait que ça m'intéresserait, c'est la première fois qu'il évoque la fécondité d'une relation d'un couple sexué. Par rapport à ces auteurs qui, s'étonne-t-il, ne font pas qu'être en couple, mais même travaillent ensemble, collaborent et doivent passer tout leur temps ensemble. Ça, c'était un premier aspect. Du côté toujours du numérique, il me parle aussi d'un chat de groupe auquel il participe depuis des années, à tel point qu'il y est assez connu et qu'il discute avec un couple de participants, c'est-à-dire un jeune homme et une jeune femme un peu plus âgés que lui, mais dont il connaît beaucoup d'aspects de la vie sans jamais avoir vu leurs photos et encore moins montrer la sienne. La jeune femme se confie à lui, parfois beaucoup, mais lorsque je suggère qu'il aille à sa rencontre réelle, lors d'un séjour de celle-ci en région parisienne, la question l'égare et lui paraît incongrue. Par la suite, enfin, et après quelques mois, il me fait part de ce qu'il suit comme en tant que spectateur, un jeu vidéo en ligne, apparemment très suivi par toute une communauté de chatteurs, mais tout d'abord, je ne comprendrais pas très bien. Est-ce que lui joue à ce jeu vidéo? Non, il se contente de regarder évoluer des joueurs chevronnés, qui sont des célébrités à leur manière, ayant plus ou moins inventé telle ou telle extension du jeu, et Julien fait donc partie du public. Je suis donc d'abord très déçu quand il me parle de cet usage-là, mais je découvre petit à petit qu'il a un rôle plus actif qu'il y paraît à travers ses commentaires et ses échanges avec les autres spectateurs. Honneur suprême, Julien sera contacté directement, enfin en ligne, mais directement, par l'un des joueurs concepteurs un peu stars de ce jeu, qui a témoigné, remarqué son intérêt pour justement les remarques que Julien fait en tant que commentateur. Euh, alors, ce qui commence à ressembler à une relation va se développer, en fait, jusqu'à ce que ce joueur concepteur va lui confier des tâches et de plus en plus directement, jusqu'à lui demander, lui proposer de créer des modes. Alors les modes, ce sont des extensions du jeu qu'on modifie grâce à la programmation. Bon, j'ai appris ça, je ne savais pas. Ce qui poussera donc Julien finalement à développer son apprentissage de la programmation informatique. Mais à ce dernier sujet, je m'arrêterai à une séance très particulière et plutôt bénéfique pour moi, car lorsque Julien m'en parle, un jour, il s'arrête lui-même, comme peut-être à mon intention, pour me dire, c'est drôle, j'ai parlé des heures avec lui, mais je ne sais pas qui il est. Euh, puis il s'interrompt, c'est un adulte. Puis il s'interrompt encore et il me sourit avant de dire, presque comme s'il me faisait un clin d'œil finalement, la seule chose que je sais, c'est qu'il est père de famille. Voilà. Alors, après, je peux évoquer comment ça va finir, puisque c'est pas encore tout à fait fini. Mais j'ai rencontré la grande tante euh, parce que en cette rentrée de cette année, Julien a maintenant 17 ans. Il me fait part un peu soudain de son envie d'arrêter la thérapie. Et je suis dans un premier temps, effectivement, assez inquiet. Et je lui dis, si l'argument pour arrêter ne consiste pas à s'inscrire dans telle ou telle activité sociale ou voir des copains ou contribuer encore plus à son isolement, alors non, je ne veux pas qu'on arrête. Cependant, compte tenu de son âge et que nous sommes dans un CMPP et des évolutions récentes, je lui propose par contre de fixer un terme à notre thérapie pour la fin du mois de janvier. Il est un peu gêné, il comprend, mais bon. Et à ma grande surprise, la semaine d'après, Julien m'a littéralement amené un personnage à sa séance. D'abord pour lui servir de porte-parole à la demande d'arrêt, mais finalement pour un peu plus. Donc il s'agit de la grande-tante, pas de sa mère, qui est lesbienne, âgée et sympathique.
Et j'accepte de la recevoir avec Julien parce que derrière ce prétexte de servir de porte-parole à la demande d'arrêt, je perçois qu'il y a un certain enjeu pour Julien de me faire découvrir la relation, bien réelle celle-ci, qu'il a entretenue avec elle et dont il m'a pas beaucoup parlé auparavant. Je comprends qu'il passe aussi parfois dans les vacances aider cette tante qu'il aime bien à lui faire divers ménages, qu'elle lui donne un peu d'argent ou des trucs assez sympas, et qui se parlent surtout. Et il se parle aussi de la mère, des origines, des choses comme ça. Donc il y a une espèce de transmission du côté de cette dame. Alors, elle vient, il me la présente, je me présente aussi à cette dame, du coup, et je lui redis ce que je prévois pour la fin. Non, je ne veux pas arrêter. Et elle paraît assez vite finalement me comprendre et même porter sur Julien les mêmes inquiétudes que moi et aussi un peu les mêmes objectifs. Et à l'occasion de cette dernière discussion, il se montre à nouveau sidéré lorsque dans la conversation revient le sujet qu'il ne voudra jamais une femme ou même un homme avec qui vivre. Mais cette fois, donc la tante est sidérée, je comprends qu'elle soit sidérée, elle lui dit mais enfin c'est pas possible ce que tu dis, etc. Et moi pendant ce temps justement je me dis oui mais enfin euh, on ne peut pas non plus forcer son intimité sur ces choses-là. Et, euh, et que finalement, si bien sûr, disons, l'entrée dans des relations réelles est quelque chose sans doute à travailler pour cet enfant, ça gêne du contact physique, ça gêne des bisous, ça gêne de ces genres de choses, et aussi quelque chose à respecter, au fond, en tout cas dans le cadre de la thérapie. Alors, et puis finalement, après cet échange avec la grand-tante, Julien concède finalement que c'est vrai qu'en vrai, c'est pas grand-chose, une petite séance hebdomadaire jusqu'à la fin janvier, quoi. Et ça s'arrête comme ça. Voilà. Donc voilà un peu l'histoire de Julien. Et euh, ça amène pour moi plusieurs questions, plusieurs discussions aussi possibles. Euh, Ainsi, à l'image, alors d'abord, euh, donc cette évolution de Julien sur ou derrière les écrans et toute cette dimension numérique au fond assez active que j'ai découvert plutôt tardivement comme pouvant être au moins un levier de ma relation avec lui, de la relation thérapeutique aussi. Il m'a semblé que Julien pouvait peut-être utiliser cette activité comme un lieu où il vivait, où il recueillait des transmissions et pouvait évoluer. Ainsi, un peu à l'image du bouclier de Persée, la vie numérique pouvait, dans son cas, constituer un terrain où des éléments fondamentaux de la socialisation pouvaient se repérer et peut-être s'intégrer à l'abri de la phobie. Mais surtout, finalement, constituer une pâte vive, une matière de partage avec le thérapeute. Euh, alors, intégrer ce qu'il en est des relations sociales, toujours indirectement cependant, et par procuration, au sujet des autres, donc, sans contact physique. Alors, jusqu'à quel point ça peut aider quelque chose chez lui, vraiment, je ne sais pas, nul ne le sait, mais peut-être qu'il y a quand même quelque chose. Euh, Ça, ce serait un peu la première discussion, jusqu'où on peut, voilà, jusqu'où ça peut aider à ça. Euh, L'autre, l'autre discussion à laquelle l'histoire de Julien m'a fait penser, c'est de savoir si des expériences désincarnées, avec ce qu'elles semblent offrir dans son cadre de protection contre l'angoisse, peuvent à l'occasion fournir des fondements à la transmission d'une vie bien charnelle, celle-ci, notamment lorsque ces fondements, pour une raison ou pour une autre, ont été plus ou moins fort clos dans l'expérience infantile ou intrafamiliale.
Et je crois que c'est une question centrale à l'abord de la clinique des patients dans la culture numérique. Parce que, évidemment, ça ne concerne pas seulement des itinéraires comme ceux de Julien, mais la question pourrait aussi se poser, je dirais presque dans des généralités, mais enfin, quand même, ça se pose comme les nouvelles façons de se rencontrer à travers les sites de rencontres, en dehors de la présence des corps. Quelle dimension de l'intersujet au juste est court-circuitée, sinon perdue, dans ces cas, mais quelle autre peut venir pallier des empêchements? Et enfin, répondre à ces questions, ou en tout cas les poser, peut se rapporter à la question qui avait été celle du Covid. Est-ce que la présence du corps, lieu des jouissances, peut être soustraite de la séance psychanalytique, de la séance analytique? Et encore d'autres questions, pour prolonger un peu l'exposé qu'avait fait Louis sur l'objet en psychanalyse la dernière fois. Il me semble intéressant de se demander si l'objet de la pulsion peut être virtuel depuis sa création jusqu'à son devenir dans l'actualité du sujet et même aussi dans sa perte. Est-ce qu'on peut perdre un objet virtuel? Si on se réfère plutôt d'ailleurs au corps de la pulsion et pas exactement au corps lieu des jouissances, se posera plus volontiers la question de la représentation pulsionnelle, c'est-à-dire une voix, mais peut-être aussi un texte ou une partie de quelqu'un finalement, de ce corps, une image, pourquoi pas, pourrait suffire dans le cadre de l'analyste ou du thérapeute, mais sans doute si et seulement si ce substitut au corps de l'analyste ou cet aspect partiel de lui, la voix, l'image, le texte, jouit déjà, dans le souvenir au moins, d'une place qui a été autrefois ou préalablement créée par une expérience en présence incarnée. Mais on sent bien aussi qu'il faudrait que cette expérience virtuelle avec l'analyste ne soit pas trop éloignée en durée et en espace d'une certaine expérience d'ancrage réel de la coprésence des corps. Et sans doute, quand elle a pu avoir lieu, il faudrait à un certain point la renouveler. Mais alors, bien heureux, enfin, c'est très difficile de dire, à la fois les ingrédients nécessaires en temps, en espace et en conditions à cette rencontre réelle pour qu'elle puisse servir d'ancrage à une relation virtuelle. Bien heureux aussi celui qui pourrait dire combien de temps ce souvenir peut-il fonctionner, euh, parce que c'est déjà un point, ce qui du corps est absent dans l'expérience de la relation virtuelle, ce sont notamment les transformations du corps, les éprouvés physiques du vieillissement, du rajeunissement, de la libidination aussi, libidinisation, l'air qu'on a, plus prosaïquement, tout ce qui serait fait de quoi, et à vrai dire, de milliers et de milliers et de milliers de choses silencieuses, mais qui est aussi ce qu'on cherche à attraper par la parole et qui fait partie du matériel éventuellement à interpréter, voire à significantiser, comme dit Lacan. Il y a lieu de penser toute cette expressivité du corps présent. Ou alors, ce serait un peu comme un portraitiste qui se baserait uniquement sur une photo ou qui s'en contenterait, euh, mais on pourrait opposer à ce point de vue qu'il y a aussi d'excellents photographes. Euh, bon. Alors, il a un poids, ce corps réel, dans l'analyse, mais d'après moi, il est vrai qu'il n'est pas l'objet de l'analyse. On peut l'interpréter, on peut l'entendre même, d'une position d'analyste comme d'une position d'analysant, certes, mais il est possible qu'il ne soit même pas impliqué dans les instants mythiques d'une analyse, dans le surcroît qui signifierait, avec l'abrasion des symptômes, la chute de l'objet petit a, enfin de tous ces temps très forts d'une expérience analytique, peut-être qu'il peut y en avoir en l'absence des corps.
Et peut-être que le travail ne s'effectue pas sur ce corps en présence, surtout. Par contre, moi, c'est vrai que ce corps en présence, il me paraît fortement impliqué dans ce qui va impliquer l'intensité du transfert, et finalement de façon assez prosaïque, quoi. Déjà, chez Freud, chez les auteurs classiques, dans la cure type, le corps de la séance, c'est un corps interdit. Et même dans la cure type, c'est un corps allongé, passivé. Ça a l'air de rien comme ça, mais il est quand même beaucoup moins facile d'interdire un usage civil, relationnel, actif du corps si le corps n'est pas là, potentiellement palpable. Euh, du côté de l'angoisse aussi, on peut assez facilement comprendre que se confier sur tel ou tel problème, notamment sexuel ou ayant affaire avec la sexualité, à son analyste n'a évidemment pas le même poids si vous pouvez tout à fait disparaître ou cacher ce corps derrière un écran. Ainsi, si transfert il y a, c'est aussi que pouvoir, entre guillemets, laisser ce corps, celui, cette fois, de l'objet petit a, il faudrait que le corps soit là pour pouvoir reconduire l'expérience de pouvoir le laisser. Ici, pour paraphraser Lacan, il s'agit de se passer du corps à condition de s'en servir. Bref, ce corps en présence dans la séance, je finirai là-dessus, il a un poids, mais un poids qu'à mon avis, qui est très difficile à penser finalement, et d'autant qu'il est très complexe, il est composite finalement. Euh, et donc, j'ai vraiment pas la réponse finalement. Euh, mais je dirais qu'à l'époque de la virtualisation des séances, mais aussi des modes de relation et aussi des modalités de traitement de l'angoisse, ces trois choses passent sur un champ virtuel, qu'on le veuille ou non, d'une certaine façon. Ça nous oblige quand même à repenser ce corps en présence comme concept finalement, au-delà de ce qui a été considéré jusqu'à présent, disons, dans la psychanalyse classique, où lorsqu'on parle de ce corps, il paraît quand même considéré ou basé sur des relations réelles, finalement, euh, y compris dans la névrose, et même en tant que fantasme, parce qu'il est parfois considéré dans le cadre du fantasme, mais le fantasme un acte réel du corps. Donc c'est différent. Ce n'est plus le même corps dont il s'agit. Euh, et puis, bon, avec Julien, c'est assez évident à mon avis. La question du corps en présence, ça dépend aussi, se pose aussi en fonction et de ses rapports du coup aux relations virtuelles, résonne différemment aussi en fonction de la psychopathologie particulière d'un sujet. Il y a des voilà, il y a un auteur, Jean-Pierre Drapier, dont je citerai l'article plus après, qui note au sortir du Covid que dans l'ensemble, les séances substitutives ont plutôt fonctionné, mais avec un certain adolescent autiste, il pouvait dire, cet autiste, que si on ne se voit pas, ça n'existe pas. Et donc, ce qu'il comprend, le docteur Drapier, c'est que la voix n'aurait pas pu, dans ce cas, atteindre sa dimension de représentation, c'est-à-dire une sorte d'autonomie suffisante par rapport aux autres parties du corps. Une autonomie signifiante, quoi. Il peut y avoir qu'un corps total, finalement, ça veut dire aussi. L'autre cas, qui n'a rien à voir, mais c'est aussi des limites liées à la psychopathologie ou aux problématiques spécifiques, du moins de chacun, c'était celui d'une anorexique où la question de la disparition du corps était trop engagée dans la problématique pour penser même à proposer des séances virtuelles. Alors, pour ce qui est de la phobie sociale de Julien,
En fait, moi, j'ai pas tellement eu de relation virtuelle avec lui, j'en ai même eu aucune. Mais l'intérêt, c'est que ces relations virtuelles, le fait qu'il en ait à m'en parler, finalement, a rendu plus vivante la relation, et peut-être moins angoissante, la relation réelle au thérapeute. Voilà.